Le Soleil n'est pas techniquement le centre de notre système solaire. Il se trouve dans un espace appelé le barycentre. Cela dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le barycentre est généralement plus proche de l'objet ayant la plus grande masse. Donc, puisque nous sommes sur Terre, le vrai centre du système solaire est le Soleil. Mais pas le centre de celui-ci. En ce qui concerne Jupiter, le barycentre est en fait à l'extérieur de la surface du Soleil. Jupiter est 318 fois plus grande que la Terre. L'équilibre est donc différent. Les planètes ne tournent pas vraiment autour du Soleil, mais autour de leur centre de masse commun. Imagine que tu tiens un crayon en équilibre sur le bout de ton doigt. Tu dois le placer en plein centre pour qu'il ne bascule pas de chaque côté. Comme la masse du crayon est répartie de manière égale, il est facile de supposer que tout s'équilibre de cette manière. Surtout dans l'espace. Mais essaye de faire tenir un marteau en équilibre sur le bout de ton pied. Il y a de fortes chances que tu repartes avec un orteil cassé. Son vrai barycentre est plus proche de la tête du marteau plutôt que du centre réel où tu le tiens. Le barycentre de la Terre et du Soleil est comme ce marteau. Le centre de masse est plus ou moins au centre de l'objet. En réalité, si le Soleil devait tourner autour de la Terre, notre petite planète bleue devrait être aussi grosse que le Soleil, voire plus. Nous ne pouvons pas ignorer les autres planètes de notre système solaire, ce qui signifie qu'elles doivent toutes tourner autour de nous également. Mais dans les temps anciens, les esprits brillants ont toujours pensé que tout tournait autour de la Terre. Ils appelaient cela le système géocentrique. Et cela avait du sens pour eux, car ils avaient l'impression que tout ce qui était au-dessus d'eux tournait autour d'eux. Le Soleil et la Lune ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est que bien plus tard que nous nous sommes sentis insignifiants dans l'univers. Dans la Grèce antique et au Moyen Âge, les grands esprits utilisaient le système géocentrique pour étudier l'espace. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le modèle a changé. À cette époque, on ne pouvait même pas imaginer que tout tournait autour du Soleil. Et ils n'avaient évidemment pas les connaissances scientifiques pour confirmer tout cela. Mais la Terre ne peut pas être le centre du système solaire car elle n'est pas assez grande pour ce rôle. Pour que les conditions conviennent à cette énorme taille, la vie aurait dû évoluer différemment. Nous serions probablement moins dépendants de l'oxygène. Certains animaux, comme les baleines et les dauphins, peuvent rester des heures sans prendre une seule respiration. Ils peuvent même dormir sous l'eau. Ainsi, les humains de la Terre de la taille du Soleil auraient eu des poumons adaptés et n'auraient pas eu besoin de prendre de l'air en permanence. Cela signifie que la vie végétale serait limitée, avec seulement quelques arbustes ici et là. Il y a des trillions d'arbres dans le monde, mais les principaux responsables de la production d'oxygène sont les algues des océans. Avec l'immensité des océans et des mers, les algues qui se trouvent au sommet pompent l'air que nous respirons. L'oxygène ne serait pas aussi abondant sur cette planète, mais nos mécanismes de respiration pourraient s'appuyer sur le dioxyde de carbone, un autre gaz communément trouvé sur d'autres planètes. Si la planète est très chaude, l'eau est rare. Nous n'en trouverions que sur certaines parties de la planète, comme les sommets des montagnes. Le sol serait trop brûlé pour que quoi que ce soit puisse y survivre correctement. Nous pourrions aussi oublier les saisons. Le Soleil est actuellement juste assez puissant pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la Terre serait si grande et que le Soleil serait un autre corps céleste émettant de la chaleur, nous aurions toujours l'impression d'être dans un micro-ondes. Les jours et les nuits seraient différents, et il n'y aurait pas autant de pluie. Avec autant de chaleur produite dans le noyau, il est probable que des tremblements de terre se produiraient constamment, et que les volcans seraient en éruption tout le temps. La surface serait pratiquement une plaine brûlante de magma rouge qui flotterait partout. Ce serait la vraie planète rouge. Mais si nous avions le même paysage que sur Terre, vivre quelque part près des montagnes pourrait être la solution. Les montagnes seraient toujours incrustées dans le noyau, mais ce serait mieux que de rester sur le sol. Certains sommets pourraient même être 100 fois plus hauts que le mont Everest. Les canyons pourraient être si profonds que la fosse des Mariannes ressemblerait à une petite brèche. Les animaux auraient également un comportement et une apparence différents. Les animaux à sang froid devraient absorber le moins de soleil possible pour ne pas brûler. Les animaux devraient compter sur la migration pour trouver de l'eau dans des terres lointaines. Les oiseaux devraient voler sur des centaines de kilomètres pendant la saison de migration, et nous verrions probablement certains d'entre eux filer à toute vitesse dans les airs. Mais comme la gravité serait très forte sur cette terre de taille colossale, les animaux volants auraient besoin d'os plus fins et d'un noyau plus mince pour pouvoir voler. Les véritables survivants seraient les micro-organismes. Ils peuvent vivre dans des températures et des pressions extrêmes et peuvent résister sans oxygène pendant un bon moment. Les nuits seraient sombres car il n'y aurait pas de lune pour refléter la lumière du soleil.
La Lune se trouverait très probablement du côté opposé à celui où brille le Soleil. Elle serait donc pour toujours une boule qui flotte dans le ciel. La vitesse de rotation de la Terre est la plus rapide à l'équateur. Donc, si toutes les planètes et le Soleil tournaient autour de nous, notre rotation ne serait pas si importante. Logiquement, les nouveaux cycles météorologiques ne seraient pas bons pour les cultures. Les humains auraient évolué différemment de ce qu'ils sont maintenant. Nous serions probablement plus petits et plus trapus, car la gravité serait très forte. Et à cause de la hausse des températures, nous vivrions probablement dans des grottes partout dans le monde. Les plus forts auraient migré vers les montagnes. Nous aurions probablement suivi la même évolution que maintenant. Mais d'autres caractéristiques physiques pourraient être différentes. Notre pigmentation serait probablement différente pour combattre la chaleur. Le renard du désert a de grandes oreilles pour entendre les prédateurs et pour se rafraîchir dans la chaleur torride du désert. Il est possible que nous aurions aussi de plus grandes oreilles que celles que nous avons actuellement, pour cette même raison. Nous serions beaucoup plus forts que nous ne le sommes actuellement, et nos os seraient épais et difficiles à briser. La gravité est l'un des éléments clés du développement de notre densité osseuse et de notre masse musculaire. Cela signifie que nous n'aurions probablement pas besoin d'outils pour chasser. Cela aurait retardé l'âge du bronze et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Avec peu de végétation, se tenir debout ne serait pas si nécessaire pour trouver les prédateurs autour de nous. Nous ne serions pas non plus les coureurs les plus rapides, mais nous serions assez forts pour combattre une meute de loups à l'allure patibulaire. Et si la Terre était gigantesque, il est possible que de multiples espèces d'humains erreraient sur la Terre, dans des zones isolées. Certaines espèces humaines grandiraient et évolueraient pour devenir les penseurs intelligents d'aujourd'hui. On dit que quelque part, il y a un stylo qui peut fonctionner en apesanteur, à des températures extrêmes et même sous l'eau. Que ce stylo peut écrire sur quasiment toutes les surfaces, même à l'envers, et ce par des températures pouvant atteindre les 300 degrés. On dit aussi que la NASA a dépensé des millions voire des milliards de dollars et presque une décennie pour développer un tel objet. Le problème des stylos à billes dans l'espace est qu'ils ne fonctionnent pas dans les conditions d'apesanteur. L'encre ne peut pas s'écouler vers la bille normalement, puisque la gravité ne l'affecte pas. Au lieu de cela, une pression est appliquée au réservoir d'encre et les stylos se mettent à fuir. Jusqu'à récemment, la NASA utilisait donc des crayons à papier. Ceux-ci étant composés de bois, ils représentaient un risque d'incendie dans la plupart des vaisseaux spatiaux de l'époque, dont l'atmosphère interne était composée à 100 degrés d'oxygène. La nécessité d'un super stylo était donc évidente. Mais quoi qu'en disent les rumeurs, la NASA n'a pas créé un tel stylo, ni dépensé une fortune pour la recherche. Son développement a été sponsorisé par Paul C. Fisher de la Fisher Pen Company, basée à Chicago. Plus d'1 million de dollars et près de 10 ans ont été nécessaires pour mettre au point une cartouche d'encre pressurisée. Elle devait permettre aux stylos spatiaux de fonctionner en gravité zéro et dans d'autres conditions extrêmes. En définitive, ils ont obtenu un stylo qui pouvait s'utiliser à des températures allant de moins 35 degrés à 120 degrés. Impressionnant, n'est-ce pas? Le stylo a été breveté en 1966. Un an plus tard, après avoir conduit plusieurs tests approfondis, la NASA a entrepris d'en équiper les astronautes des missions Apollo. Étonnamment, les rumeurs selon lesquelles la NASA a dépensé une somme démentielle pour le développement de stylos spatiaux circulent depuis des décennies. Elles ont été démenties à de nombreuses reprises, mais elles refont surface encore et encore. De nombreux films de science-fiction peuvent te laisser penser que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'un genre d'effet sonore, ce qui est une idée reçue totalement fausse. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est un vide presque parfait qui rend le déplacement des ondes sonores impossible. Elles ne peuvent donc pas atteindre tes tympans et les faire vibrer afin d'envoyer les signaux nécessaires à ton cerveau. Mais c'est une bonne chose, surtout pour les astronautes au cours de leur sortie dans l'espace. Sans le calme du vide spatial, ils seraient constamment submergés par le bruit des tempêtes solaires. Voici une autre idée reçue. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe populaire. En réalité, les comètes sont des corps spatiaux très difficiles à repérer. Elles passent généralement beaucoup de temps loin des étoiles. Là, dans l'obscurité de l'espace, elles restent plutôt inactives et complètement gelées. Les comètes n'ont une queue que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus les conduit à développer une sorte d'atmosphère nuageuse qu'on appelle coma et une queue distinctive. La queue pointe toujours du côté opposé de l'étoile qui influence la comète, car elle est poussée dans la direction opposée par le rayonnement et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut aussi se trouver devant la comète, et non à sa suite. Voyons maintenant ce qu'est une année-lumière. Le nom même de cette notion peut laisser entendre que nous parlons de temps.
Mais en réalité, les années-lumière sont une unité de distance. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière se déplaçant en ligne droite parcourt en 1 an. Et comme la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut à presque 9 000 milliards de kilomètres. Les gens croient souvent qu'on expérimente la gravité zéro dans l'espace, d'où la pesanteur qu'éprouvent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. Grâce à elle, la Lune peut tourner autour de la Terre et le Soleil ne dérive pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Les astronautes de l'ISS ne subissent pas une gravité nulle, mais une microgravité. La gravité sur la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le véhicule spatial, les personnes qui s'y trouvent et tous les objets à bord tombent sans cesse vers l'avant, pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Et même si la microgravité est souvent appelée gravité zéro, ce sont en fait deux choses très différentes. On peut avoir l'impression que le Soleil est toujours en feu. Du moins, c'est l'impression que donnent les photos. Mais en réalité, notre étoile est une boule géante de gaz. Les réactions nucléaires qui se produisent en permanence dans son noyau font brûler le Soleil. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en presque autant d'hélium. Durant ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière aveuglante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène impliqué dans le processus. Un humain peut exploser s'il sort dans l'espace sans combinaison spatiale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, enlever une combinaison spatiale pendant une sortie dans l'espace ne sera pas aussi dramatique que ce que l'on voit souvent dans les films. La personne perdra tout simplement conscience en raison d'un manque d'oxygène après 15 secondes de présence dans l'espace sans protection. Avant que cela n'arrive, il lui faudra expirer autant d'air que possible, sinon cet oxygène endommagera ses poumons de l'intérieur. Ensuite, sans la protection de la combinaison spatiale, qui agit comme un mini-vaisseau spatial, la pression à l'intérieur de son corps va chuter. Cela provoquera des problèmes encore plus graves. Et même si cette personne n'éclatera certainement pas, elle n'aura pas intérêt à rester dehors trop longtemps. On entend souvent dire que les trous noirs sont de gigantesques et terrifiants aspirateurs cosmiques. Mais en réalité, les trous noirs sont plutôt de l'ordre du piège à mouches. Ils ne sont pas en quête permanente de choses à aspirer. Au lieu de ça, ils restent plantés là, assez passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile s'approche trop près qu'un trou noir entre en action. Et encore, seuls les objets spatiaux qui franchissent une certaine frontière se font déchiqueter. Si le Soleil était soudainement remplacé par un trou noir, l'orbite de la Terre ne changerait pas. Par contre, sa température serait différente. Notre planète ne serait plus affectée par les tempêtes magnétiques ou les vents solaires. Supposons que ce trou noir ait la même masse que notre étoile. Selon les lois de la physique, il faudrait que la Terre s'approche vraiment très près pour y être entraînée. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère.
On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers ? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces trois formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide ? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de trois façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis.
Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine, Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil.